Bonsoir chers internautes de Carrefoot, c'est Papa Mamadou Ndour, journaliste sportif, je vous parle depuis Dakar au Sénégal. Je vais aborder le football local sénégalais par rapport aux compétitions africaines, qui selon moi le véritable problème des clubs sénégalais dans les compétitions africaines, c'est leur incapacité à franchir les tours préliminaires. Depuis plusieurs années, nos représentants sont éliminés avant même d'atteindre les phases de groupe, que ce soit de la Ligue des Champions CAF ou de la Coupe CAF. La dernière fois qu'un club sénégalais a disputé les phases de groupe de la Ligue des Champions CAF, c'était en 2021 avec le Teungueth FC du temps de Pape Ousmane Sakho, Djibril Silla, entre autres. Et pourtant, le Sénégal est une référence du football africain avec une équipe nationale performante et des joueurs qui brillent dans les plus grands championnats. Mais ce succès ne se reflète pas au niveau de nos clubs, ça c'est une réalité. Les raisons sont nombreuses. Un manque de moyens financiers, insuffisance des infrastructures, une faible stabilité des effectifs avec le départ rapide de nos meilleurs joueurs, une préparation souvent insuffisante avant les compétitions africaines. Face à des clubs mieux organisés et plus expérimentés, nos clubs peinent à rivaliser. Aujourd'hui, si nous voulons voir un club sénégalais atteindre les phases de groupe, ou bien même retrouver les phases de groupe et jouer les premiers rôles en Afrique, il faut professionnaliser davantage notre championnat, investir dans les clubs et mettre en place une véritable stratégie de développement. Le talent existe bien sûr au Sénégal, mais il faut désormais accompagner les clubs en mettant les moyens pour transformer ce talent en résultat sur la scène africaine. Je vous remercie. Salut, moi c'est Jules Kwame, je vous parle depuis Abidjan. L'actualité qui me retient ce jour, c'est le football féminin, la CAN des dames. Et la Côte d'Ivoire sort de cette compétition en quart de finale après cette défaite 2-1 face à l'Algérie. Tout le monde dira déception, parce que quand on regarde le potentiel de la Côte d'Ivoire, il y avait de la place à aller chercher cette qualification de la Coupe du Monde. Mais malheureusement, les éléphants tombent 2-1 face à l'Algérie en quart de finale et complique la tâche pour une qualification pour la Coupe du Monde. On dira une rencontre maîtrisée en première période avec l'avantage au score 1-0, but inscrit par Kona Inès qui signait son quatrième but de la compétition. Et après, il y a eu cette expulsion de Safi au Drago Nsira. Les choses vont se compliquer pour la Côte d'Ivoire en seconde période. On va assister à l'égalisation suite à une frappe lointaine d'une joueuse algérienne, la gardienne Diakité Aramatou va se manquer. Et ça sera l'égalisation. Et après cette égalisation-là, la Côte d'Ivoire va obtenir un pénalty, mais une fois encore de plus, Hello Rebecca va vendanger cette opportunité de prendre l'avantage. Et derrière, on se fait surprendre encore d'une frappe lointaine. La gardienne Diakita Ramatou se trouve et on encaisse le second but. Et derrière, la Côte d'Ivoire n'arrive plus à revenir dans la partie. Et elle sort de la compétition. Dommage, mais on peut dire bravo à la Côte d'Ivoire parce qu'il y a du potentiel. Il va falloir corriger certains aspects et revenir plus fort à la prochaine édition. Bonjour Carrefoot, je suis femme de sport, blogueuse sportive gabonaise. Alors, par cette vidéo, je félicite nos voisines. Les Lions Étapes du Cameroun, qualifiés pour les demi-finales 2026, par une occasion, ils ont acquis la qualification pour le mondial 2027 au Brésil. Une équipe n'est pas censée être là. Le Cameroun a été repêché pour disputer cette CAN. Elle se retrouve en demi-finale après avoir battu qui en quart le Nigeria. C'est le Nigeria qui a toujours été le bourreau des Camerounaises dans des finales. Le Niger a toujours battu les Camerounaises et de manière très très douloureuse. On comprend alors les larmes d'Aboudi Ongene qui est parfaitement placé pour savoir ce que ça donne, ce que ça fait de battre ces Nigériennes-là ou des footballeuses camerounaises. Franchement, les filles, vous avez une magnifique ossature pour aller au bout de cette compétition. Une bonne gardienne, une bonne défense avec des latérales qui n'hésitent pas à monter. Un milieu de terrain très complémentaire avec Monique Ngok qui récupère les ballons et met l'impact physique. Et Hashtag Tokonjoya à côté qui fait le lien entre le milieu et l'attaque avec une touche technique. Et quelle attaque! Manga qui fait du bon boulot là-bas devant. Franchement, l'ossature est bonne. Et que dire de votre banc de touche? Vous avez un excellent banc de touche, ce que n'ont pas les autres, par exemple. Vous avez une magnifique coach charismatique, calme, et son adjoint très, très dynamique à côté. C'est un duo complémentaire, sincèrement. Vous avez tout pour aller au bout. Vous avez les capacités techniques, physiques et mentales pour braver les obstacles et aller remporter cette CAN. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Rose Elisa Saint, je suis journaliste de sport, responsable du média Africa Women Football et Camerounaise. Voilà, je suis
j'aimerais parler de la CAN, beaucoup plus de la valorisation de cette compétition version féminine. Et puis mon interpellation, c'est au niveau des spectateurs. On a l'impression que la CAN féminine n'est pas assez valorisée, elle n'est pas assez prise en compte. On a moins de spectateurs dans les stades lorsque d'autres pays jouent, mais beaucoup plus quand le Maroc, quand les filles marocaines jouent, ce qui n'est pas une très belle image pour cette fête continentale, cette fête du football continental. Parce que si on fait une comparaison avec l'Euro, c'est deux mondes bien différents. Et moi, je pense que le Maroc, déjà à 3 reprises, a organisé cette compétition. Il est très important pour nos compatriotes marocains de pouvoir donner une certaine valeur à cette compétition, qu'elle soit féminine ou pas, parce que les dames aussi jouent 90 minutes comme les hommes. Donc voilà, c'était ça en fait ce que j'avais à dire. Merci à vous et bonne chance pour les équipes qui sont encore en compétition. Aaron Leconon du Bénin. Je vais parler du transfert de Yan Diomandé au Real Madrid, transfert historique, le plus cher de l'histoire du football africain et aussi le plus cher de l'histoire du Real Madrid. La question que ça juste en moi avec Vinicius qui prolonge, c'est que est-ce que le même sort qu'Hendrick ne sera pas réservé à Yann parce qu'il est jeune, tout comme Henrik, l'histoire va forcément se répéter puisqu'on a les stars du foot mondial, Mbappé, on a Vinicius. On a Rodrigo, on a encore qui joue actuellement et on n'a pas cette possibilité-là de les mettre au banc pour faire jouer les jeunes talents comme on a pu le voir. Et je me demande, oui, transfert historique c'est beau, mais est-ce que Yann va jouer? Yann jouera-t-il? Quelle est la question? Yan Diomandé au Real Madrid. Bonjour, moi c'est Anou Anissé, je fais cette vidéo depuis la Côte d'Ivoire. J'ai tenu à faire cette vidéo pour donner les 3 recommandations qui selon moi pourrait aider Yan Diomandé à réussir son aventure au Real Madrid si jamais il les suivait. La première recommandation est de ne pas vouloir prouver qu'il mérite sa place très vite parce qu'on sait que voilà, il a 19 ans et qu'il arrive dans un versier où il y aura énormément de tension, où il y a plusieurs joueurs qui ont déjà gagné la Ligue des Champions. Du coup, vouloir tout de suite prouver qu'il mérite sa place pourrait être un désavantage. Donc, selon moi, en tout cas, il devrait aller doucement, comprendre les exigences tactiques du club, de l'entraîneur, et puis monter crescendo petit à petit et comprendre également ce que le coach lui demande. La deuxième chose est de miser vraiment sur ses points forts et puis d'améliorer encore ses qualités. On sait que voilà, Yan Diomandé, il est fort dans la percussion, dans l'élimination de l'adversaire, l'élimination directe. On sait aujourd'hui que c'est le deuxième meilleur dribbleur de la saison passée. En Europe, derrière Lamine Yamal et puis Vinicius est le 3e. Donc je pense qu'il gagnera en tout cas à miser sur ses forces au lieu de vouloir travailler sur ses faiblesses dans un début. Et la troisième chose serait de cadrer son entourage, de vraiment essayer de mieux s'entourer. On sait aujourd'hui qu'une meilleure carrière rime avec un meilleur entourage. Il faudrait quand même qu'également il puisse soigner son entourage et s'entourer des bonnes personnes qui pourront l'aider dans sa progression et puis réussir sa carrière footballistique. Bonsoir amis internautes de Carré Foot. Ici Borel Awanon depuis Cotonou, Bénin. Je passe par ici pour dire grand bravo et grande félicitations à Yan Diomandé, l'attaquant ivoirien de 19 ans qui a rejoint le grand club du Real Madrid. Il rejoint les Merengues pour les 7 prochaines années avec un transfert record de 140 millions d'euros, bonus y compris. Une grande prouesse pour ce jeune joueur qui va désormais évoluer du côté du Real Madrid avec les stars comme Vinicius, Rodrigo et Mbappé. Yan Diomandé devient ainsi le joueur africain le plus cher de l'histoire et également le joueur du Real Madrid le plus cher de l'histoire. Un grand bravo à lui et je lui souhaite bonne chance afin qu'il puisse briller. Bonjour, c'est Ida Souma du Bénin. Pour parler du cas Yan Diomandé au Real Madrid. Alors, d'un montant de 140 millions d'euros, il devient le joueur africain le plus cher de l'histoire du football et également le transfert le plus cher de l'histoire du Real Madrid. Mais il y a un gros questionnement. Est-ce qu'il jouera? Est-ce qu'il sera titulaire avec le Real? Vinicius vient de prolonger tout récemment
et s'imposera forcément comme étant le titulaire à ce poste d'ailier gauche. Également, sur les autres postes de l'attaque, nous avons Mbappé, également Bellingham ou Rodrigo qui peuvent jouer et qui s'imposeront forcément devant le jeune prodige ivoirien. Et c'est là que subsistent des doutes concernant son avenir ou plutôt sa progression. Donc, il a été acheté à 140 millions d'euros. Est-ce qu'on forcera en fait sa titularisation devant ces cadres-là qui sont déjà là depuis des années, ou le Real sera-t-il obligé de le prêter à d'autres clubs comme le traitement qu'a subi Hendrik jusque-là? Gros questionnement. De toute façon, de mon avis, je pense que ce transfert n'est pas en fait le plus adapté à la progression de Yann, ou plutôt à sa carrière actuelle. Il aurait pu prioriser d'autres clubs où il y avait le besoin en fait de son profil dans l'effectif. Et là, pour moi, il a fait un mauvais choix de carrière. Bonjour, c'est Rahim du Togo. Ma vidéo s'adresse directement à nos dirigeants du football togolais, notamment de la Fédération togolaise de football, le colonel Guy Akbovi. Il y a encore des clubs togolais qui sont qualifiés pour les coupes interclubs africains. Donc, quelles sont les dispositions qui sont prises pour que nos clubs togolais fassent mieux que les éditions précédentes lors de ces compétitions africaines? Ça fait plusieurs années que nous n'avons plus excellé sur la scène continentale. Du coup, qu'est-ce qui est fait pour que cette fois les clubs togolais aillent encore plus loin? Donc voilà mon intervention. Merci. Bonjour à toutes et à tous, je suis Stéphane Awa, je vous parle depuis le Maroc. J'aimerais partager une petite réflexion sur le football africain et j'ai fait un constat. Et le constat, il est le suivant, c'est que au niveau de chaque bloc de l'Afrique, il y a une particularité qui domine. Ce que j'ai remarqué, c'est que en Afrique du Nord, les équipes sont très rigoureuses tactiquement. Ça peut se voir, ça peut se vérifier sur les matchs de CAN, notamment Côte d'Ivoire-Égypte à la CAN 2025. Je pense que même si la Côte d'Ivoire rejouait ce match-là 4 ou 5 fois, elle n'aurait rien pu faire. Maintenant, revenons en Afrique de l'Ouest. En Côte d'Ivoire, il y a une particularité qui est très parlante, c'est de fournir autant de joueurs de côté, des liés qui sont vraiment incroyables. Je veux parler de Kade Keita, je veux parler de Gervinho, je veux parler de Kalunio, je veux parler de Yan Diomandé, je veux parler de Amad Diallo, il y en a plusieurs. Et maintenant, je pars du côté de l'Afrique centrale. On a nos frères camerounais qui, je pense, ont su asseoir dans l'imaginaire collectif quelque chose de incroyable. Pour moi, c'est le fameux état d'esprit, le Hemley. Bon, cet état d'esprit-là a envoyé cette équipe-là dans des conditions où l'on ne pensait même pas qu'ils allaient essayer de faire quelque chose. Si j'ai bonne mémoire, la CAN 2000, finale Nigeria-Cameroun au Nigeria, et ils s'en sortent vivants. Donc moi, je pense que ces trois facteurs-là, en l'occurrence, le Hemley, la rigueur tactique maghrébine, le fait qu'on puisse sortir à chaque fois en Côte d'Ivoire des ailiers qui sont exceptionnels. Je pense qu'il faut peut-être théoriser ça et puis essayer d'échanger ces bonnes pratiques-là. Pour qu'on ait peut-être de bons matchs de foot avec plus de phases de jeu plus intéressantes, plus de génie aussi, parce que depuis certaines années, cela manque à notre football aussi. Merci et à bientôt. Bonjour, c'est Augustin et aujourd'hui j'ai décidé de vous donner mes pronostics des 5 grands championnats, les vainqueurs des différents championnats européens. Alors je vais tout d'abord commencer par la Ligue 1, bien évidemment, et de ce côté, je pense que le PSG sera de nouveau champion une nouvelle fois. Pourquoi? Parce que les autres ne sont pas tout simplement à la hauteur, et en regardant aussi les différents mouvements sur le mercato, cela ne permettra pas malheureusement ni à Marseille, ni à l'OM, ni à l'OL autant que moi, ou encore à l'AS Monaco de pouvoir rivaliser avec le PSG. Du côté de la Bundesliga, bien évidemment, on ne va pas
déloger également à la règle. Bien sûr, le Bayern pourra gagner une nouvelle fois ce championnat-là pour les mêmes raisons que j'ai données tout à l'heure pour le PSG. Et on passe tout simplement en Italie. En Italie, je vois la Juventus prendre les rênes de nouveau, retrouver sa couronne qu'il a perdue depuis quelques années en arrière. Certes, la Juventus, c'est plus la Juventus d'entre-temps, mais je vois avec le recrutement, avec l'entraîneur qui est en place actuellement, on verra un nouveau visage de la Juventus. Et en parlant de la Première Ligue, où le championnat sera énormément disputé. Et je vois quand même une très belle surprise cette année. Et raison pour laquelle je vais miser quand même sur Manchester United. Ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas remporté le championnat. Et Carrick, sur la moitié de saison l'année passée, a montré qu'avec une équipe compétitive, avec les joueurs qu'il veut, bien évidemment, il peut apporter plus à cette équipe. D'ailleurs, ils ont terminé en 3e position sous Carrick. Et je pense que cette année, ça sera l'année de la consécration où ils pourront célébrer le titre à nouveau. En terminant sur la Liga, l'un de mes championnats préférés, bien évidemment. Et je pense que le Barça va faire le back-to-back, 3 fois d'affilée champion d'Espagne, et avec le recrutement qui suit également, et aussi surtout la cohésion du groupe qui est déjà là, je pense que le Barça fera l'affaire face au Real, mais ça ne sera pas facile, bien évidemment. Je pense que ça sera un titre qui sera disputé jusqu'à la dernière journée, parce que le Real s'est énormément renforcé, et je sens qu'il y aura un meilleur Real que les années précédentes. Sur ce, merci à vous et bonne journée.